Lundi 30 juin 2025, bonne fête, bonne célébration de la journée d'indépendance à tous les Congolais qui sont au pays, qui sont à l'étranger, qui sont même dans les partis qui sont occupés par l'Alliance Fleuve Congo M23. Vous le savez sans doute, la République démocratique du Congo a signé le 27 juin dernier à Washington un accord de paix avec le Rwanda. Mesdames et messieurs, ce sont les deux sujets qui feront l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Alors, tenant compte justement de cette actualité, je pense qu'on pourra commencer par la journée du 30 juin en 2-3 mots, et puis on va rentrer dedans pour évoquer la question de l'accord de paix RDC-Rwanda. Alors, mesdames et messieurs, deux invités sur ce plateau avec qui nous allons vous présenter, vous donner la quintessence de cet accord. Alors, par ordre d'arrivée, je commence par ma droite. C'est M. Serge Nseka, patron des médias, journal de la ville. Il n'est même plus à présenter. Hein. M. Serge Nseka, bonjour. Et en tout cas, merci beaucoup de nous honorer ce jour du 30 juin. Non, c'est moi plutôt qui suis honoré de l'invitation. Merci, ça fait longtemps. Très longtemps. Après beaucoup de rendez-vous manqués, j'étais, je crois, dans l'obligation de venir parce que c'est notre métier, c'est ça notre vie. On a grandi là-dedans et puis heureux de partager le plateau avec vous et l'ami en face de moi que vous allez présenter. Merci beaucoup, M. Serge Nseka. Très heureux de vous revoir. Hein. Après, comme vous l'avez dit, beaucoup de rendez-vous manqués. En face de vous, c'est Maître Samuel Nkonko, avocat au barreau de Lubumbashi. Exactement. Au barreau de Lubumbashi. Vous êtes aussi membre d'un mouvement social, sociopolitique. Vous analysez également les questions d'actualité. Maître Samuel Nkonko, merci aussi. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour, très cher Gaël. Très cher Dan, je te salue. Je salue aussi à la même occasion mon compatriote en face de moi. Très cher Serge, je le salue aussi. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent, à qui je souhaite une très bonne fête d'indépendance. Et je vais chuter en saluant aussi tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, un jour spécial d'indépendance. Oh. Le 30 juin... Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Vraiment. Vraiment. Moi, j'ai fêté le mien hier, donc heureusement que... Alors, date du 30 juin 1960. Commençons par là. On ne va pas trop traîner pour justement finir par l'accord de paix. Là, il y a beaucoup à dire. Monsieur Serge Nseka, je commence avec vous. 30 juin 1960, 30 juin 2025, soit 105 ans d'indépendance pour la RDC. Qu'avons-nous fait de cette indépendance? J'allais dire 30 juin 60, 30 juin 2025, bilan et perspective. Oui. Mais je commencerai d'abord par une image forte. J'ai eu l'occasion de côtoyer certains témoins de première main. Témoins de première main, les gens qui ont été là à la table ronde de 1959 et le 30 juin. Ce ne sont pas des politiques, ce sont des musiciens que j'ai eu à recevoir sur mon plateau. Et paix à leurs âmes, il s'agit de Petit Pierre, celui qui était à la Conga, indépendant, celui qui a joué la Conga, et puis le vieux Brazos, Bassman. J'ai eu à le recevoir plus d'une fois. À l'occasion des fêtes des 30 juin, aujourd'hui, ils sont partis dans des conditions qui ne leur revenaient pas, quoi. Donc, ne serait-ce que... Vous savez, le 30 juin 60, c'était un jeudi, si je ne m'abuse, je crois que les gens peuvent vérifier à la maison, il n'y avait pas d'hymne national. Et ce qui a été exécuté comme hymne national, c'était Indépendance Tcha-Tcha. Et puis, tous les pays qui ont acquis leur indépendance après le Congo invité l'Afrique en jazz d'équipe, hein, parce qu'il y avait des transfuges de l'Hockey Jazz, et pour exécuter Congo Brazzaville, je crois un peu partout à Guinée, c'est vraiment cette chanson rend compte
à la fois de l'état d'esprit de ceux qui avaient milité pour l'indépendance et de l'espoir que cela avait suscité. Au niveau de la musique, le hockey jazz et African jazz se sont mis ensemble. Au niveau de la politique, des gens qui ne s'attendaient pas, Lumumba qui était en prison ici, a été utilisé comme caution, comme préalable à toute discussion pour la table ronde de 1959. Cet esprit-là, de l'unité, de l'union, la volonté de rester ensemble, de vivre ensemble, la volonté d'amener ce Congo vers des cimes le plus élevé, semble diluer au gré des intérêts personnels. Parce que si je vois là où nous avons conduit le pays, les gens qui se sont battus hier pour avoir l'indépendance avec l'espoir de vivre mieux, de bâtir un pays plus grand, plus beau qu'avant. Assurer la grandeur du pays. Ce sont des paroles, des pactes qui sont contenus dans notre hymne national. Que nous devons nous lever. Est-ce qu'aujourd'hui, nous construisons un Congo plus grand? Aujourd'hui, sommes-nous unis? Aujourd'hui, sommes-nous un peuple grand, même dans la Zaïroise? Peuple uni, peuple grand. Laissons-nous... Pourquoi nous sommes arrivés à... La faute se passe seulement toujours aux autres. Hein. Les sorciers, ce n'est pas toujours les autres. Hein. Regardons-nous dans le miroir. Franco avait dit tout le temps, il y a des sorciers ici, des sorciers qui ne sont ni rwandais, ni angolais, ni pakistanais. C'est nous qui prêtons le flanc à la déconfiture. J'ai discuté avec Maître tout à l'heure, avant de monter sur ces plateaux. Comment en est-on arrivé à cette gestion de la circulation urbaine dans la ville de Kinshasa, jadis Poto Moindo? Les gens partaient de partout pour venir visiter Kinshasa. Elle était jolie. Elle était belle. Elle était propre. C'était une ville moderne. On avait l'université de Kinshasa qui était la plus grande université d'Afrique centrale, pour ne pas dire de l'Afrique, avec une capacité qui dépassait de loin la capacité d'accueil de l'époque. On est en 1958. On en a construit combien? Je prends un exemple de la déconfiture de la gestion du pays. Collège Athénée de la Gombe. Quand on parle de complexe scolaire, vous n'avez jamais vu de complexe scolaire. C'est-à-dire, vous avez des bâtiments, vous avez de l'internat, vous avez un centre sportif où l'élève qui a étudié dans le temps à l'Athénée de la Gombe, Athénée de Kalina, pouvait apprendre de la natation, toutes les disciplines sportives. Nous avons jugé bon que nos enfants, les enfants congolais, ne sont pas dignes de cette structure-là. On a détaché les centres, les cercles sportifs. On a donné une partie à l'UNESCO. La femme des ministres en a pris pour faire son restaurant. L'UNESCO squatte dans une école. L'UNESCO a ses bureaux dans l'enceinte. Je me demande, à Genève, on peut aller retrouver en Suisse l'Athénée de la Gombe de la Suisse, et l'UNESCO va mettre son bureau là-bas. Sans parler de projets immobiliers le long de Ouvira. Là, je me dis, voilà là où nous avons... Mais nous ne méritons pas ces pays, nous ne méritons pas cette école. Je n'ai pris que des exemples basiques. Et cela, ce n'est pas le fait du pouvoir actuel. C'est la succession de tous qui ont été là-bas qui nous ont amenés à considérer. J'ai pris l'exemple de l'Athénée de la Gombe. Je pouvais en prendre d'autres. C'est-à-dire que l'Athénée de la Gombe, aujourd'hui, il y a des Turcs qui sont arrivés pour créer une école au sein d'une école au nom de la coopération. On est de la politique. Nous pouvons aller à Istanbul, à l'Athénée de la Gombe, des standards d'Istanbul, créer une école, bâtir un pays plus grand qu'avant. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Et la faute, ce n'est pas aux autres, la faute, c'est à nous. La faute, ce n'est pas au Rwanda, la faute, ce n'est pas... Non. Si le sorcier peut se permettre de rester dans votre famille, de travailler dans votre famille, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Donc, si nous devons trouver les solutions en interne, et les autres ne profiteront pas de cette situation. Mais la cohésion là de 60 entre les Tchoumbé et quand les noms qui sont cités dans Indépendance Tchassa, c'était le leader politique de l'époque. Il n'y avait même pas de Mobutu. Le Mobutu, c'était dans la périphérie, c'était pire petit à Lumumba.
Un journaliste qui était là en stage et puis le monde l'a pris, bon, petit n'en a note. Mais le vrai politique, les Kalonji, les Kasavubu, les Bolikango étaient là. Ils étaient unis. Ils se sont surpassés pour le bien du Congo. Est-ce que aujourd'hui, il faut, c'est-à-dire que nous n'avons pas les droits, un sursaut patriotique, qu'on aille au-dessus de nos égaux, de ce que nous représentons. Moi, j'ai été élu. Aujourd'hui, on a été élu, mais Goma est entre les mains des étrangers. Bukavu. Est-ce que devons-nous être fiers de ça? Continuer à nous auto-ascenser? Je ne pense pas. Il faudrait un peu de modestie, beaucoup de patriotisme, un sursaut patriotique pour retrouver l'esprit des pères de l'indépendance. Je plaide pour ça, qu'on puisse retrouver l'esprit des pères et ramener. C'est pas du tout, hein, j'ai vu un brin d'espoir avec la démarche de Fayoulou qui a été rejoint par Sessanga. Au lieu de condamner, la chose la plus simple, la plus extraordinaire que nous avons à faire maintenant, c'est insulter. On insulte facilement, on critique facilement. Pourquoi pas? Nous devons nous mettre ensemble. Même avec ceux-là dont on nous a empêché de dire les noms, mais nous allons quand même les citer ici dans cette émission. On va les citer. Il faut un sursaut pour que nous remettions le Congo sur les rails. Merci beaucoup, M. Serge Nseka. Historien du présent, il a raconté un peu l'expérience qu'il a connue, hein, en côtoyant ceux qui ont vécu cette indépendance. Alors, maître Samuel Nkonko, je dirais aussi parler de la même manière. Quel bilan on peut faire aujourd'hui avant de parler des perspectives? D'accord. Merci beaucoup pour la parole, très cher Dan. Je crois que mon co-débatteur, très cher Serge, a plus ou moins balayé la question en présentant le contexte historique de notre indépendance. Moi, je vais essayer d'aborder la question sur le plan plus politique. Notre indépendance, en 1960, lorsqu'on a acquis notre indépendance, on a accédé de manière claire à la souveraineté nationale et internationale. Mais au lendemain des indépendances jusqu'à aujourd'hui, on a été marqué plus par ce que moi j'appelle des conflits aux causes endogènes et exogènes, qui ont eu pour conséquence de pouvoir fragiliser notre économie et entraîner aussi le délabrement de notre tissu social. Je m'explique. En 1960, lorsque notre pays accède à l'indépendance, comme l'a dit mon co-débatteur en face, vous avez nos pères d'indépendance qui au départ ont commencé d'abord par collaborer, mais il a suffi de 2 semaines pour que le premier conflit intervienne, c'était le conflit de Tchombe. On accède à l'indépendance le 30 juin, et le 13 juillet, vous avez Tchombe qui décrète la sécession katangaise. Un des premiers conflits qui a eu à paralyser pratiquement la Première République. Nous évoluons, nous avons Mobutu qui fait un coup d'État vers 65 à son tour, et qui instaure vers les débuts des années 70 le début de la Deuxième République. Nous essayons d'avancer et au début des années 90, nous tombons dans quoi? Nous tombons presque dans ce que nous appelons la fin de la guerre froide qui a eu à être constatée par l'ébranlement du mur de Berlin. Et la conséquence était laquelle en Afrique, il y a eu carrément la naissance de plusieurs conférences souveraines qui avait pour objectif quoi? De pouvoir démocratiser certains régimes. Et c'est de là qu'est partie la transition qui nous a emmenés en 2006 vers ce que nous avons appelé la Troisième République, après certainement les accords de Sun City. Pourquoi j'ai voulu un peu retracer ce contexte historique? C'est pour faire voir combien est-ce que les conflits ont eu à marquer notre indépendance jusqu'à ce jour. Ces conflits ont pour nature de pouvoir détruire notre économie. Il s'est fait qu'aujourd'hui, 65 ans après notre indépendance, les mêmes conflits qui ont animé les acteurs politiques en 1960, ce sont les mêmes conflits de leadership qui continuent à animer les acteurs politiques 60 ans après. 65 ans après. 65 ans après. Alors, nous nous posons la question de savoir quand est-ce que la maturité politique va réellement incarner nos acteurs. Est-ce qu'on va continuer ainsi, sans pour autant s'interroger sur le contexte historique sur le plan politique,
Ou bien réellement, on devra faire ce que notre hymne national dit. Nous devons faire de ces pays un pays grand. Nous devons léguer à nos générations un pays grand. Mais pourquoi nous n'y arrivons pas? Nous n'y arrivons pas. Pourquoi? Parce que nous avons un contexte tel que de 60 à nos jours qui est marqué par des conflits. Et des conflits qui ont des causes endogènes plus particulièrement. Pourquoi? Parce que vous avez au niveau interne certains acteurs politiques qui ne se tolèrent pas. Vous avez des frustrations qui donnent toujours lieu à des rébellions. Et ça, c'est une des causes de conflits au niveau interne. Mais au niveau externe et au niveau régional aussi, nous avons aussi des difficultés liées à la cohabitation avec certains des pays qui se retrouvent à l'est de notre pays, qui ont pour objectif de faire quoi? De pouvoir piller nos ressources. Et cela est constaté, ça fera aujourd'hui plus de 30 ans. Alors, à ce jour, nous dirons tout simplement pour chuter que notre indépendance que nous célébrons à ce jour, c'est vrai que nous accédons à 65 ans. Nous avons acquis une certaine maturité, mais cette maturité, nous devons l'acquérir aussi sur le plan politique. Pourquoi? Parce que une fois que nous serons en mesure d'acquérir cette maturité, elle aura des impacts. Et les impacts seront d'ordre économique et d'ordre social. Voilà. D'ordre économique et d'ordre social. Merci beaucoup. Merci bien. Nous avons sur ce plateau Monsieur Mathieu Takizala qui est légèrement venu en retard. Bon. Bonjour et bienvenue. Vous êtes analyste des questions économiques. Puis vous êtes également acteur de la société civile, vous êtes également entrepreneur. Bonjour et bienvenue aussi dans cette émission, après plusieurs mois aussi d'absence. Hein. Je vous remercie, cher Dan, de mon anniversaire, 65 ans de l'autonomie, de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je salue mes deux co-débatteurs qui sont dans ce plateau et je ne manquerai pas de donner vraiment l'hommage à des voyants congolais qui ont milité pour l'entreprise, qui étaient entrepreneurs. Malheureusement, dans l'histoire des 65 ans, on parle PD. Vous savez, il y en a des litanies des grands hommes. On commence par Fonji, Kansebou, Kilwelo, Yokolo, Jean Mbemba, tous ces grands noms de l'économie congolaise. Il n'y a même pas un monument, c'est regrettable, mais ils ont contribué pour l'avancement social et économique d'un pays, d'un peuple. Sans acteurs, on ne peut pas avoir l'économie. À votre niveau, quel bilan vous faites 65 ans après? Oui, le bilan, il y a des régressions dans le terrain social et du salarial. Vous savez, aujourd'hui, l'emploi informel est supérieur à l'emploi formel. Donc ça, c'est déjà un vrai problème. L'entreprise en 1960, lorsqu'on accède à l'indépendance, l'entreprise industrielle, c'était presque 9 000 entreprises dans le territoire, aujourd'hui moins de 1000 entreprises industrielles. Donc la consommation congolaise à l'interne, on soutenait ça. Aujourd'hui, vous voyez que c'est plus l'importation qui nourrit les bouches congolaises. Donc du point de vue économique et social, il y a beaucoup de ratés. On a plus de grands entrepreneurs dans ce pays, même pas une institution financière à vocation pour financer. Et vous savez bien qu'ici, on avait des banques dans toutes les disciplines économiques, même dans la partie du commerce extérieur, là où il y a la CENI, c'était la banque du commerce extérieur, aujourd'hui on a PIB. Vous comprenez? Là où il y a cadastre minier, c'était la banque agricole. Donc beaucoup d'institutions financières de l'économie congolaise n'est plus en opérationnel. Et c'est ça la vraie difficulté de la société congolaise de 65 ans d'existence. Depuis 72 organisations, on n'a pas fait de sorte que l'économie privée revienne. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'économie publique qui aussi, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés. Quand vous regardez toutes les grandes entreprises, l'économie congolaise, aujourd'hui, même 40 ou 30 ans en arrière, c'était le secteur minier à 60%. Aujourd'hui, ce secteur minier, le paradoxe congolais, c'est quoi? Toutes les entreprises d'État sont en difficulté. Quand vous prenez Gécamine, ce n'est pas Gécamine de 1980. Quand vous prenez Miba, ce n'est pas Miba de 1985. Quand vous prenez Sonticulo de Kisangani. Donc, dans tout le secteur, le Congo est en train de reculer du point de vue économique. Mais c'est dû à quoi, selon vous? C'est dû à des choix de politiques publiques qui ne donnent pas l'accès. Politique publique, le politique public qui n'est pas conséquent. Hein, vous voyez qu'on ne peut pas parler de l'économie si on ne le finance pas. Aujourd'hui, les ressources humaines congolais, on se recherche. Autrefois, on avait une ressource humaine congolaise dans tous les domaines. Dans le naval, on avait Chani Metal qui était ici, qui fabriquait sur le terrain. Dans l'aéronautique, on avait El Zahir, et qui était quand même parmi les forums de l'industrie aéronautique congolaise, avec une académie, on faisait des entretiens ici d'avions, d'aéronefs en République démocratique du Congo. Et dans
dans tous les secteurs, on était présents, mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est beaucoup plus le capitaux international qui ont choisi la démocratie, qui sont en maître. Hein. Donc nous, les entrepreneurs locaux, on n'a pas eu cette épaisseur que les aînés ont eu comme les Kidwelo, les Kansebou, avec le marché public, avec le financement, avec une ressource humaine. Aujourd'hui, on parle d'un Congolais compétent parce qu'il a passé post-universitaire, parce que je suis licencié, mais après l'école, il faut stage, il faut travail. C'est ça le vrai problème de la démocratie du Congo. Et la politique est devenue un métier. Excusez-moi. Merci bien, M. Majid Akizala. Je repasse la parole à M. Serge Nseka. À votre niveau, comment est-ce que vous pensez que nous pouvons rétablir la dignité au peuple congolais, la dignité de la RDC, ce pays qui était respecté avant les années 60? Comment on peut y arriver? C'est une question de choix. C'est une question de vision. C'est une question des priorités. Le maître a parlé tout à l'heure des implications politiques. Takizala vient de parler des implications économiques. Mais entre les deux, quelques mois après, quelques jours après l'accession à l'indépendance, Tshombe décrète la sécession, détache le Katanga du Congo, du Grand Congo. C'était pourquoi? Parce qu'il a eu des conseillers belges qui lui ont fait voir que toi, tu es plus grand que tous les autres et tu es plus grand que Lumumba, Kasavubu et consorts. C'est-à-dire que tu peux battre ta monnaie et la Belgique peut traiter directement avec toi parce que la Belgique, à qui on a pratiquement arraché les beefsteaks de la bouche, et Tshombe a joué les jeux. Il y a Albert Ditunga, qui a été Kalonji, Ditunga qui a été empereur au Kasaï. Et on a connu des cas. Dans tous les cas de figure sur le domaine politique, ce sont des individus qui, à un certain moment, se sont plus crus grands que les autres. Les égaux. La cohésion du départ dont je parlais là, je le dis de manière globale, a éclaté parce que ces gens ont eu... Et puis, on a eu combien de partis politiques, ça il faut le dire, mais à caractère tribal. Alliance des Bayandi, des Bangala, de ceci, de cela. Ça existait dans ces pays. Aujourd'hui, on en a avec des noms différents, mais dont la connotation reste la même, tribale. Allez-y dans le cabinet politique, ici où on parle Mounoramboka. On parle quand ils sont là, quand ils doivent prendre des décisions importantes, ils les disent en langue. Parce que nos cabinets politiques sont le reflet de nos villages. Sur le plan économique, mais on a défenestré tout ce qui, le fleuron de l'économie. Aujourd'hui, le président de la République lui-même l'a dit, 80% de ce qui contribue aux recettes de l'État sont des étrangers. Le fleuron de l'économie, l'ancien Gécamine, Miba, Gécamine qui contribuait à elle seule pourvoyer au budget de l'État, qui produisait 450 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à plus de 2 millions de tonnes. Le maître est donc du barreau de Lubumbashi est mieux placé pour le dire. Mais qu'est-ce que l'État gagne? N'eût été la révision du code minier qui a permis au gouvernement aujourd'hui, quand on dit on glane un peu plus, mais c'est parce qu'il y a une révision du code minier qui permet à l'État de capter un peu plus qu'hier. Et c'est normal, avec tout ce que nous disposons comme moyen, qu'on n'ait pas un patronat typiquement congolais. La FEC ne joue pas vraiment son rôle. Où sont partis les Dokolo? Ils sont partis les Kinwelo? Où sont partis les Lusakivana? On ne peut pas avoir une nouvelle génération. Tokomaba Chailleur, Tokomaba Coopérant, mais le président a promis la création d'une classe la classe moyenne. Des millionnaires. Classe des millionnaires. Créer des millionnaires, c'est pas impossible. Avec la politique de sous-traitance ici, Michel Cachal, j'aimerais voir très clair qu'est-ce qui ne va pas, parce que c'était des créneaux qui pouvaient permettre aux entrepreneurs mais comment de souscrire, de travailler avec le majeur dans le secteur de l'économie. Tout à fait. Mais clairement, nous constatons, suivant vos constats à tous, que nous sommes sur une mauvaise pente, on est sur une mauvaise route. Mais comment changer de cap? C'est-à-dire qu'on quitte
la mauvaise route sur laquelle nous sommes depuis l'accession à l'indépendance, changer de route pour être sur la route de la prospérité, du changement et du relèvement de la nation. Relire l'histoire, voir que tous ceux qui se sont extrêmement enrichis ont mal fini. Tous ceux qui, à titre personnel, ont glané des millions sur le dos de l'État n'en ont pas profité. Comprendre qu'on peut vivre longtemps avec peu, que vivre très peu avec beaucoup. Avec tous les millions qui disparaissent là, vous pensez que toutes ces personnes qui sont chargées, je n'ai pas de preuves quant à ceux, ont le temps de profiter? Vous allez passer toute votre vie à corrompre pour éviter qu'on sorte tel et tel dossier. Après que vous serez en dehors des affaires, il vous restera quoi? Comprendre que si on sert dignement son pays, on peut gagner en dignité, mais même en qualité de vie. Et je reviens sur ce que je disais, c'est une question de priorité, c'est une question de perspectives. Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est normal? Si on veut résoudre, un exemple, le problème des mobilités dans la ville de Kinshasa, on casse là où la gare de Kitamu Magasin, qui était transformée en bar, bistrot et consorts, et on laisse les gens construire le long du même rail au niveau de l'UTEX Africa, des ministères des Affaires foncières. On construit à moins de 10 mètres. C'est-à-dire que ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas lisibilité de cette politique-là dans la recherche des solutions. Il n'y a pas de cohérence. Et nous, ça heurte certaines consciences. Si on veut faire quelque chose, qu'on le fasse bien. Si on veut casser les longs, par exemple, du fleuve, et là je vois les baies d'Engalima, on ne peut pas le faire de manière sélective. Quand on doit avoir le courage de dire, nous voulons libérer, laisser respirer le fleuve, nous voulons sauver nos populations, on fait de manière indistincte. Alors, quand on le fait justement de manière cosmétique, pour que les gens voient, il y a une volonté, mais en réalité, il n'y a pas de résultats, on perd du temps. C'est-à-dire que nous devons avoir des programmes clairs, nous devons avoir des visions concertées, mais efficaces, et ainsi on peut changer. Ce n'est pas impossible, hein. C'est pas impossible parce que on doit procéder par des castings efficients, et des gens, prendre de compétences. Moi, je vais citer un exemple. Madame Kaikwamba, c'est fruit de la diaspora, d'une certaine diaspora, je voulais dire. Elle a fait Harvard, hein, c'est pas... Non, c'est pas question d'Harvard. Si vous pouvez faire Harvard, si vous n'avez jamais travaillé, si vous n'avez jamais acquis de l'expérience sur le terrain, c'est-à-dire l'université n'enseigne pas l'expérience. L'université vous donne le savoir. Mais il y a une autre école. Même avec votre diplôme, vous commencez au bas de l'échelle et vous apprenez dans l'État. Et s'il était resté avec ce diplôme d'Harvard, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut lire son parcours, c'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui travaillent dans des structures sérieuses, et je crois que les gens du service et les gens de la politique les connaissent. On ne doit pas faire des cloisons, empêcher les gens, non, il n'a pas le bon visage, il n'a pas la bonne religion, il n'a pas le bon nom pour travailler avec nous. Il n'est pas né de père et de mère. Ça doit cesser. Non, non, ça doit cesser. Il n'est pas né de père et de mère. Kaikwamba n'est pas de père et de mère. Hein. Notre débat qui s'ouvre. Non, Kaikwamba, son père est allemand. Wagner, là, son père est allemand. C'est pas un surnom, Wagner. C'est pas un surnom, son père est allemand. Et mais ce qu'elle fait pour le Congo, elle ne le fait pas pour l'Allemagne. Okay. Donc, on peut être d'un père étranger. Pourquoi on a excusez-moi, je ne monopolise pas, on a une équipe nationale qu'on applaudit à 100% des binationaux, des gens qui sont étrangers, des jeunes gens qui sont étrangers, disons-le, au regard de la loi. Le maître est là. La Constitution est claire en ce qui concerne la nationalité. Ces jeunes gens sont étrangers, sur le pied de la loi. Mais on applaudit pourquoi? Mais de ce côté, on doit évoluer aussi, hein, parce que les nations fortes, c'est aussi cet métissage culturel, intellectuel et scientifique. Le repli identitaire n'a jamais payé. Même les États que nous glorifions, c'est cette valeur qui fait que les États-Unis soient les États-Unis. Merci bien, M. Majid Agueda. Je vais vous repasser la parole. Maître Samuel, je vous pose la question de savoir. C'est vrai que le décor est très, très mal planté. On se pose maintenant la question, le Congo va mal, l'héritage que nous pouvons laisser aux générations futures, dans ce contexte-ci, sera en tout cas un héritage pas louable. Mais comment sortir des sentiers battus?
Comment changer de trajectoire? Comment sortir des sentiers battus? Comment changer les trajectoires? Comment redéfinir les lignes? Je vais répondre à ta question, mais je préfère d'abord rebondir sur les retombées d'ordre économique après l'indépendance. Hein. Comme l'a dit mon frère Seka de l'autre côté. Vous savez, aujourd'hui, si notre économie, nous la décrions, c'est parce qu'il y a eu une inversion de rôle. C'est-à-dire? Vous avez l'homme politique qui va et commence à entreprendre le commerce, et vous avez les opérateurs économiques et les commerçants qui décident d'aller en politique. Vous savez pourquoi est-ce que nous constatons ces genres de choses? C'est parce qu'au départ, il y a une difficulté, c'est laquelle? C'est que les personnes ont l'impression que c'est pourquoi ils ont été préparés. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le commerce. Nous étions du temps de Momotu où nous avions des commerçants de renom. Mais tous ces commerçants n'existent plus. Les Dokolo, les Fonchi. Pourquoi tous ces gens n'existent plus? Parce que l'homme politique est allé se mêler des affaires économiques. Quel est cet opérateur économique qui peut faire face à un homme politique? Personne. Vous êtes là ensemble. Je donne un exemple. Qu'est-ce qui décourage les opérateurs économiques? Nous sommes là ensemble, on se retrouve, on achète une marchandise, on arrive à la douane. Moi, ma marchandise est indexée comme étant la marchandise, il y a mon conditel. L'application fiscale qui sera faite sur moi, ça ne sera pas la même application fiscale qui sera faite sur un simple commerçant. Déjà au niveau des barrières, on va se retrouver avec une imposition fiscale qui sera totalement différente. Et lorsqu'on va entrer nos marchandises sur le marché, on ne va pas fixer les mêmes prix. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que l'opérateur économique se décourage. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence déloyale sur le marché. Pourquoi? Parce que vous avez des opérateurs économiques qui se misent dans les affaires, et les opérateurs politiques qui deviennent des opérateurs économiques. On ne va pas les citer. Vous connaissez aujourd'hui, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont indexées à appartenir à des opérateurs politiques. Telle entreprise qui a l'exclusivité de pouvoir desservir les chercheurs appartient à telle autorité politique. Mais les personnes qui traditionnellement s'élancer dans ces genres d'activités feront quoi? Ils se retrouvent dans une concurrence déloyale. Conséquence, c'est faire quoi? Il prend son petit capital, il achète les polos, il achète du riz, il bat sa campagne. Après avoir battu sa campagne, il s'est fait élire député et il oublie les affaires. Parce qu'en politique aujourd'hui, il sait que quand il est député, il a 21 000 $. Peut-être qu'il n'aurait peut-être pas eu facilement quand il était opérateur économique. Alors, on devra mettre fin à cette inversion de valeur. On devra encourager les opérateurs économiques. On devra encourager les entrepreneurs. Les encourager non seulement par des textes attractifs qui permettent aux entrepreneurs de pouvoir s'émouvoir dans leurs affaires, mais aussi de pouvoir laisser ces secteurs-là aux personnes habituées à les faire. Que les opérateurs politiques ne s'investissent pas dans les affaires. Parce qu'en voulant s'investir dans les affaires, un opérateur économique, dans notre environnement politique tel qu'il est, il aura toujours de l'influence. Un opérateur politique aura toujours de l'influence. Et lorsqu'il a de l'influence, vous avez les opérateurs économiques ou les jeunes commerçants qui se retrouvent dans un environnement de concurrence déloyale, et c'est l'économie qui va en souffrir. Pourquoi? Parce que celui qui est appelé à faire le commerce s'est décidé d'aller en politique. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence déloyale. Et celui qui fait la politique pense que pour sécuriser son avenir après la politique, il doit faire les affaires. Parce qu'il se dit que la politique, c'est un mandat. Après un mandat, je vais passer, mais lorsque je serai passé, il faudrait que j'aie déjà mes affaires, que j'ai déjà entreprise. C'est pas mal de faire les affaires, mais que les affaires, qu'on ne les fasse pas avec des influences politiques. Pourquoi? Parce qu'on va décourager le petit commerçant et ça aura un impact sur notre économie. Alors, je vais maintenant revenir à la question de départ, qui est celle de savoir comment sortir de tout ce que nous venons de décrire tantôt. Je crois que ça ne sera pas facile. Ça risque de rester un discours creux, un discours de plus qu'on a toujours fait. Mais les propositions que je pourrais faire d'abord, c'est un changement d'abord radical de mentalité. Un changement radical de mentalité. Pourquoi? Parce qu'on a constaté aujourd'hui que, apparemment, nous, le Congolais, on est différents quand on n'est pas aux affaires. Mais lorsqu'on est aux affaires, on est tous les mêmes. Ou peut-être le système aussi n'est pas bon, ne permet pas qu'on puisse être excellent quand on est aux affaires. Ce système est animé par des hommes. Ce système est animé par des hommes. Et lorsque toi, tu es un homme qui veut apporter ta nouvelle donne et ta manière de faire, le système, lorsque tu t'adaptes pas, il fera quoi? Il va t'éjecter. Le système va t'éjecter. Voilà pourquoi je parle d'un changement de mentalité radical à tous les niveaux.
Ça commencera comment? Et ça partira d'où? Ça partira de la base. La base, c'est quoi? La cellule de base, c'est la famille. Ça doit partir de là. Ce n'est pas pour notre génération, peut-être les générations à venir. Parce qu'aujourd'hui, on constate que même ceux-là qui ont décrié le régime et le fonctionnement du régime, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils font à des moments donnés pire que ceux qu'ils ont précédés. C'est ce qui était là avant. Alors, à un moment donné, on se dit que la difficulté, si c'est l'homme congolais, ce n'est même pas un problème des textes. Il faudra qu'il y ait une refondation de l'État qui passe par un changement des mentalités radicales de toute la classe. Changement de mentalité. Alors, M. Machita Gizala, je vous pose la même question également. Comment changer la situation? Comment changer les problèmes que nous avons connus depuis 60, qu'on quitte de la médiocrité à l'excellence? Nous devons chercher d'abord à occuper l'homme. L'homme congolais n'est pas occupé. C'est ça le vrai problème. On l'occupe comment? Dans le terrain salarial. Vous voyez qu'aujourd'hui, le déficit salarial est énorme. Aujourd'hui, l'emploi informel est supérieur. C'est-à-dire le débrouillardisme et dans les habitudes des uns et des autres. Et on doit faire revenir les professions en République démocratique du Congo. Il n'y a plus de professions. Faire de la politique, c'est de l'apostolat. Excusez-moi, ce n'est pas un métier. Et quand vous faites la politique, vous n'allez pas prendre les cotisations à la CNSS ou la retraite. Ce sont pourquoi on l'appelle cérémonie, prime, tout ça, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons chercher à travailler beaucoup plus avec les experts sectoriels. Quand vous dites qu'il n'y a pas de métier en RDC, vous dites qu'il faut qu'on touche au système éducatif? Oui, mais l'éducation reflète aussi le marché du travail. Ça veut dire que si vous formez, vous devez regarder les entreprises ont besoin de quoi aujourd'hui, concrètement, avec le démocratique du Congo. Ce n'est pas normal que nous quittons avec 9000 industries et aujourd'hui, 65 ans après, c'est l'âge de la retraite, on n'a même pas 2000 industries. Donc ça, c'est déjà un problème. L'autre fois, 1980, 1970, les Congolais, pour porter un chaussée, ce n'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui tombola. Bata était ici. Est-ce qu'aujourd'hui, on fabrique encore ici? Les mamans, les pagnes, sauter ce qui existait. Vous comprenez? Et quand ils ont acheté ça, c'était du travail, c'était le taxe, c'était l'innovation. Vous comprenez? Et le Congolais, pour se déplacer dans nos villes, il y avait des entreprises. C'était pas cet informel qui aujourd'hui fait le règle. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que lorsque les humains sont occupés, vous allez avoir le progrès dans tout le secteur. Mais lorsque les humains passe dans ce qu'on appelle le débrouillardisme, automatiquement le progrès ne va pas être là. Donc il faut que nous et puis financer l'action publique dans les secteurs différents et que l'entreprise privée retourne. Parce qu'aujourd'hui, l'absence, comme on dit, la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que l'absence de l'entreprise privée du point de vue structurel, vous ne voyez pas que c'est l'informel maintenant qui nous fait la loi. Donc la bouffe l'autre fois, 1965, 1970, on produisait ici. Aujourd'hui, poste et chanchard, ça vient d'où? Et ce sont des productions des autres. Vous comprenez? Donc comment un pays, vous pouvez cautionner un pays de 100 millions, presque de 100 millions d'habitants, et que l'alimentation, même pas la moitié de l'alimentation congolaise soit produite à l'intérieur? Mais c'est l'appauvrissement du système. Le système que nous parlons, que le système est financé par quoi? Par les actifs. Mais et quand l'actif va passer du côté de l'informel, comment le système peut se financer? Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Nous avons des écoles. Comment vous pouvez passer un marathon de 6 décennies où, en termes productifs, vous reculez? La production recule. On parle, oui, ouais, la croissance, tout ça, ainsi de suite. Mais du point de vue pratique, cette croissance crée combien d'emplois? Vous ne voyez pas que le météo de l'emploi est absent dans nos vocabulaires quand nous parlons. Donc, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'un pays sérieux, nous devons savoir, dans le période 1980, on a créé combien d'emplois? Combien d'entreprises on a créé? 1990, on a créé combien? 2000, on a créé combien? On a perdu combien de l'emploi? Dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous voyez pourquoi on se centralise dans des grands centres urbains. Vous voyez que l'économie rurale est en train de disparaître. Elle n'existe plus. Nos villages, les gens ne sont plus là. Le bidonville se fait dans des cités urbaines aujourd'hui. Donc c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'il faut concilier le D. Lorsqu'on concilie le D, on progresse. Or aujourd'hui, pour se retrouver rouler carrosse, est-ce qu'on peut aller à ma campagne trouver un pêcheur propriétaire d'un domaine à ma campagne? Pêcheur. Vous comprenez? Donc c'est ça le recul social. C'est-à-dire qu'il faut faire avancer la société avec tout le corps. L'autre fois, la classe moyenne était composée de quoi? La classe moyenne congolaise. Elle était composée de
le cadre de l'administration et y compris le cadre du secteur privé. Mais aujourd'hui, elle est composée de quoi la classe moyenne? Elle est de quel pourcentage? Le taux des gens qui ont un compte en banque aujourd'hui en démocratie du Congo est de combien? Ça ne dépasse même pas 10%. C'est là où on doit commencer à chercher à créer des réformes dans le politique fiscal et le politique monétaire. Merci bien. La fiscalité congolaise aujourd'hui, est-ce que ça incite la création d'un pays? Ce sont des questions sur lesquelles nous devons sérieusement réfléchir. Je suis du même avis que vous, que voilà, il n'y a pas de classe moyenne, l'économie vraiment, il est par terre. Voilà, merci beaucoup. On espère que cette situation changera très très rapidement. Alors, rapidement, deuxième sujet, mesdames et messieurs, c'est l'accord signé à Washington le 27 juin 2025, sous la médiation américaine. Donald Trump lui-même s'est félicité de cet accord qu'il appelle accord historique. Et plusieurs engagements ont été pris des part et d'autre, soit pour le Rwanda et pour la RDC. Cet accord a 7 grands points. Premièrement, il y a le respect de l'intégrité territoriale, l'interdiction des hostilités, le désengagement des armements, l'intégration des groupes armés non étatiques, les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires, MONUSCO et autres soutiens multilatéral, cadre d'intégration économique et régionale, mise en œuvre des règlements et des différents. Voilà. Monsieur Serge Seka, je crois que en lisant cet accord, vous vous êtes certainement fait votre propre, pas simplement votre propre idée, mais la compréhension générale de cet accord. Mais qu'est-ce que l'opinion devra retenir de cet accord signé le 27 juin à Washington? Merci Dan, mais vous me permettrez, sous mon temps d'antenne, je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport aux propositions pour nous en sortir, parce que c'est très important et ça a un lien avec ce que nous allons dire tout à l'heure. Je veux l'établir. Nous sommes quelle société? Nous poursuivons quels objectifs? L'idéologie qui conduit l'action politique dans son ensemble du Congo s'est traduit comment, s'explique comment? Un exemple, on a des partis politiques, des milliers de partis politiques ici, avec des intitulés et des idéologies. Il y en a qui se définissent comme de gauche et de droite. Mais je prends un parti comme le MLC, qui est libéral, un parti libéral, qui se met ensemble avec l'UDPS, qui est un parti social, sur base de quoi? C'est-à-dire que sans idéologie, je dirais, sans boussole, on ne parvient à rien. Nous voulons construire une société moderne en tant que qui? En suivant le modèle belge, comme notre constitution a copié aussi celle des autres, ou devons-nous nous définir d'abord comme peuple? Quand nous allons vers les autres, mais nous devons y aller comme Congolais, avec nos valeurs propres. Sinon, on nous assimile. Sinon, nous allons être à la traîne des autres. C'est ce qui est arrivé depuis 1960. On nous a appris à manger la tomate, à porter la cravate, et on s'est considéré supérieur à nos frères qui sont restés au village. Civilisés. On les appelait à l'époque comment? Il y avait un mot. Des évolués. On était évolués. Quand on est évolué, on ne parle pas sa langue. On mange avec des couverts. Oui. Et puis, on ne salue pas les gens. Aliénation. Nous devons nous définir comme tel. Et on doit cesser de voir ce théâtre-là, la théâtralisation de l'action politique, où le parti écologique va s'allier à des partis au nom des intérêts. C'est-à-dire la seule idéologie que nous avons aujourd'hui, l'intérêt matériel, financier et politique. Et on n'avance pas. N'importe qui pourra venir ici avec des millions, nous proposer de vendre le fleuve Congo, le fera. Quand on a revisité les côtes forestiers, il y a des gens qui ont des hectares de forêt comme ça, et ces forêts a couru le risque d'être en tout cas complètement défrichées, parce qu'il y a des gens, grâce à des affinités politiques, ont des hectares de forêt. C'est-à-dire, nous devons nous définir. Qu'est-ce que nous voulons être?
Cela devait être contenu dans notre constitution. Est-ce que ça ressort clairement? Je n'en sais rien. Les juristes sont là, ils pourront nous aider. L'accord de Trump. Nous allons, je l'appelle l'accord de Trump, et tu sauras pourquoi. Nous allons là-bas comme un État souverain. Mais avec quel objectif? Si on enlève le Rwanda aujourd'hui, si on enlève le Rwanda avec tout ce qui nous cause comme misère, qu'est-ce qui nous restera? Nous avons quel projet d'ici 2060? Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo? Ce ne sont pas des projets quinquennaux, 5 ans, nous allons faire Kassavubu, non, non. Des grands projets. Est-ce que ça existe? Le grand nation, au sortir de la guerre, il y a le plan Marshall pour l'Allemagne, mais dans tous les pays, il y a eu des grands projets. La France a réalisé le métro de Paris, je sais, pendant 20 ans. De projets de développement. C'est-à-dire qu'ils nous survivent. On ne fait pas pour nous le nombrilisme. Et là, donc, moi, il faut un pourcentage dans et avant de libérer des hommes d'État, ça manque. Et je crains qu'on en souffre dans cet exercice avec Trump. Aujourd'hui, les États-Unis nous convoquent avec le Rwanda pour nous imposer la paix des braves. J'appelle ça la paix des braves. Nous devons démobiliser les FDLR. Le Rwanda doit, ils appellent ça la mesure sécuritaire, mesure préventive sécuritaire, quelque chose dans ce sens-là. Ils doivent retirer leur appui du M23 et créer des mécanismes de suivi, d'échange d'informations. En fait, en d'autres termes, on est en train de formaliser ce qui existe. Dans ce pacte-là, le Rwanda aura la possibilité de traiter une part de nos ressources. Ce qui s'est fait dans le noir se fera maintenant en clair, mais de manière suivie. Parce que les États-Unis, à la fin, voudraient conclure un marché avec nous parce qu'il est intéressé par ce que nous avons, mais ne voudrait pas le faire dans une situation troublée. L'objectif ici pour les États-Unis, créer un environnement qui lui permette de traiter avec le Congo sans être accusé de quoi que ce soit. Donc, les États-Unis font le business. L'accord nous renvoie aux discussions de Doha, où les chefs de l'État, les deux chefs de l'État se sont rencontrés, où les M23 et le gouvernement ont parlé, et à tout ce qui a été avant, c'est-à-dire Luanda, Nairobi, et même aujourd'hui avec l'ancien président du Nigeria et le président togolais. Oui. Donc tout cela. Et je mets dans le lot, et c'est écrit dans le contrat, tout ce qui permette la meilleure discussion, la meilleure entente. Donc je mets le pacte social. C'est un bon accord pour nous, cet accord? Écoutez, dans cet accord-là, oui, on nous oblige de suivre les FDLR. Les FDLR, si on veut en parler, ce sont des personnes qui doivent être dans la soixantaine, qui ont été démobilisées. Pour preuve, aujourd'hui, le Rwanda contrôle Goma, Bukavu. Ils ont arrêté combien de FDLR? Parce que le contrôle de ces villes-là, c'est entre leurs mains. Ils en ont trouvé combien? Alors, il y a des faux fouillants qui sont entrés dans l'accord dont on nous oblige, on nous a joint pour notre part de neutraliser les FDLR qui représenteraient un certain danger pour le Rwanda, mais je n'ai jamais entendu des escarmouches des FDLR au Rwanda. Les FDLR rentraient dans le Rwanda, tuer les gens. Je n'en ai jamais entendu. Bon, cela passe, c'est dans l'accord, mais le Rwanda prend l'engagement de se retirer, de retirer ses hommes. Moi, je l'ai dit en mes termes, et aussi le moyen qui est donné à ces gens-là. S'il y a d'autres acteurs invisibles que nous ne voyons pas, parce qu'on ne le voit pas, on ne peut pas le citer, ils ont aussi la même obligation. Et démobiliser toutes les forces, c'est-à-dire nous, pour nous, par exemple, le Maï Maï et tous les autres là, les démobiliser, les intégrer, mais au cas par cas. Donc nous revenons pratiquement au processus de 2006. Réinsertion, malaxage, mais au cas par cas, ça signifie quoi? C'est différent de ce qu'on a vécu en 2006, où on a pris des groupes. Est-ce qu'on va réintégrer ou pas? On va intégrer ou pas? Oui, mais au cas par cas. Mais non, le problème, c'est pas
l'assise cas par cas. On va prendre ces gens-là qui étaient dans la zone de combat, les intégrer. Nous allons rentrer. Et puis, comme préalable, le Congolais devrait se parler. Quand vous dites les Congolais, je crois que je vais revenir incessamment pour vous allez poursuivre. Le Congolais, c'est-à-dire pour que la gouvernance soit limpide ici. Il y a des gens qui ont pris des armes en disant qu'on n'est pas d'accord. Il y a Doha, il y a le processus. Mais le processus de Doha, si vous lisez le texte de Doha, ça renvoie notamment à ça, que le Congolais devrait se parler avant de parler au Rwanda. Comment on peut parler au Rwandais et sans se parler entre nous? Martin Fayulu doit parler avec Félix Tshisekedi. Et tous les acteurs, Félix Tshisekedi doit parler avec Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Écoutez, si nous avons la facilité de parler aux Rwandais, pourquoi on ne se parlerait pas entre Congolais? C'est une très bonne question. Hein. Merci beaucoup. Maître Samuel, je vous passe la parole également. Pour vous, qu'est-ce qu'on devra retenir de cet accord de Washington? Cet accord de Washington arrive à un moment où tout Congolais n'aimerait que voir prendre fin ce cycle infernal de guerre que nous avons connu à l'est du pays. Vous savez que le conflit de l'Est est un des conflits les plus meurtriers, pratiquement après la Seconde Guerre mondiale. C'est un des conflits les plus meurtriers qui a connu, je crois, on est à plus de 10 millions de morts. Nous sommes déjà à près de 3 décennies. Et toute initiative ou toute dynamique tendant à pouvoir accorder la paix serait toujours la bienvenue. Mais dans le contexte actuel, l'accord qui a été signé nous offre des avantages et ce que moi je vais appeler aussi des craintes. L'espoir sur lequel c'est que c'est un accord qui est parrainé par la plus grande puissance mondiale aujourd'hui. Et nous avons quoi comme avantage? L'avantage c'est que la personne qui parraine cet accord pourra aussi y mettre aussi son influence sur le plan diplomatique afin de pouvoir toujours gérer cette situation de l'Est. Ça, c'est un des avantages. Un deuxième avantage, je crois que cet accord permet quand même, au-delà de la fin des hostilités que nous espérons, cet accord pourra permettre aussi la relance de la coopération régionale parce qu'au niveau de la région, le conflit entre le Congo et le Rwanda a carrément paralysé presque toute la région. La région est devenue carrément une région presque timorée présentement entre les différents États. C'est un des avantages. Un autre avantage, c'est qu'aussi le trafic qui sera fait présentement, ça sera un trafic que nous espérons être suffisamment traçable, dans le sens où ça pourrait être profitable à toutes les parties qui ont signé. Ça veut dire profitable au Congo, aux Américains et aussi aux Rwandais. Oui. Mais quelles sont les craintes que nous émettons par rapport à cet accord? C'est que cet accord, de manière claire, a ressorti les personnes qui ont les mots à dire dans la région de l'Est. Aujourd'hui, dans la région de l'Est, il est clair que les 3 personnes qui ont signé cet accord devront être les 3 personnes qui devront aussi présider aux destinées de cette région. Celui qui ose se retirer de cet accord sera un des éléments qui pourra encore nous faire rechuter dans le conflit. Mais l'accord au point 9, il est dit que les parties signataires ont la capacité, ont la possibilité de se retirer s'ils se rendent compte que l'accord n'est pas respecté, soit ils ne trouvent pas leur compte, ils ont la capacité, ils ont la latitude de pouvoir se retirer. Au point 9. Vous savez, cet aspect de retrait, lorsqu'on veut se retirer d'un accord, il y a toujours eu des répercussions et des conséquences. Lorsque vous retirez d'un accord, ça veut dire que vous retirez peut-être parce qu'il y a eu un désaccord. Et en cas de désaccord, lorsque le désaccord n'est pas correctement réglé, il donne lieu à quoi? À un conflit. À un conflit. Oui, oui. C'est là les craintes que nous avons. Pourquoi? Parce que aussi, cet accord n'est pas inscrit dans le temps pratiquement. Nous ne savons pas cet accord ira de quand à quand. Aujourd'hui, la situation devient une situation qui est gérée de manière tripartite. C'est vrai que nous craignons aussi une certaine aliénation de notre souveraineté. Ça veut dire que nous serons peut-être plus en mesure de pouvoir prendre les décisions qui nous conviennent dans cette partie-là, sans pour autant consulter les autres parties signataires de l'accord. C'est peut-être ça les craintes. Mais toutes ces craintes,
peuvent trouver de solutions seulement si nous restaurons l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité. Si seulement nous restaurons l'autorité, parce que tant que nous n'aurons pas restauré l'autorité de l'État, on va toujours se soumettre aux férule et aux dictats de plus forts. Les plus forts. Tout simplement. Merci beaucoup, Maître Samuel Nkonko. Monsieur Mathieu Dakizala, je vous passe également la parole sur cette question. Je veux savoir, selon vous, cet accord, il est avantageux pour la RDC ou désavantageux, à votre avis? En simple signature, on ne peut pas commencer déjà à conclure que c'est avantageux ou pas avantageux. Il faut que ça soit du point de vue pratique. Les Congolais aujourd'hui veulent voir les améliorations dans la partie Grand Est, parce que ça fait 30 ans. 30 ans où l'argent de trésor sort pour défendre l'intégrité territoriale, 30 ans où l'outil productif de l'Est est aujourd'hui quasi en état abandon. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui doit se passer de côté de la République démocratique du Congo, il faut qu'on essaie de se réorganiser, nous les Congolais d'abord à l'interne. Parce qu'en Lingala, on dit, il faut que les Congolais comprennent qu'entre les États, ce sont les intérêts qui priment. Aucun État va faire la charité. Les États sauvegardent leurs intérêts. Et nous aussi, les Congolais, nous devons mettre les muscles de chercher nos intérêts à nous. C'est vrai qu'en bilatéral, en multilatéral, on doit collaborer avec les autres États, mais localement, nous avons des problèmes de réorganisation du point de vue administratif, du point de vue économique, du point de vue de la citoyenneté congolaise. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais doivent comprendre quel idéal on suit. Et celui qui est dans l'administration, est-ce qu'il est venu pour un concours qu'on va faire entrer ou c'est l'oncle qui était gouverneur qui l'a placé? C'est ce genre de choses que nous devons éviter dans les espaces publics. Si aujourd'hui, par exemple, on dit voilà, ils vont investir le transfert de technologie et ainsi de suite, mais il faut que l'entreprise locale soit en position aussi de capter l'investissement venant d'ailleurs. C'est ce que tous les États ont fait qui étaient en retard. Maintenant, nous signons des accords. Maintenant, retournant à la République démocratique du Congo, nous devons maintenant chercher des voies et moyens pour réorganiser les siens. Donc, c'est-à-dire que nous, les Congolais, dans le secteur minier aujourd'hui, nous allons prendre quel rôle? Est-ce qu'on va prendre le rôle des crésaires? Est-ce qu'on va prendre le rôle des logisticiens? Est-ce qu'on va prendre le rôle des chercher les royalties? Donc, il faut maintenant qu'on définisse quand même nous-mêmes les Congolais. À ce qui concerne les politiques, je vois mon frère Seka a dit tout à l'heure, les idéologies politiques ont toujours été inspirées par les positionnements sociaux des uns et des autres. Malheureusement, quand vous voyez aujourd'hui dans la société congolaise, et on ne sait pas qui est ouvrier, qui est planteur, qui est bourgeois, qui est ainsi de suite. C'est ça aussi la nuance, un paradoxe de la société congolaise. Il faut maintenant qu'on cherche des voies et moyens, que les inspirations politiques deviennent dans le rang social des individus. C'est plus le cas. On peut aussi décréter pas socialiste, ni libéral. Il faut que c'est la position socio-économique des individus. C'est ça qu'on doit chercher. Aujourd'hui, nous sommes en retard, un homme en retard ne peut pas être agité, mais il doit être quand même concentré pour chercher à évoluer. Mais nous ne sommes pas le premier État qui a connu ce genre de traités. Rappelez-vous l'Allemagne avec la France, il y a eu des traités de Versailles, il y a eu des traités de l'Élysée, ainsi de suite. Mais à chaque fois, chaque État amenait le canevas pour l'intérêt de sa nation. Donc, nous pouvons produire ensemble. Aujourd'hui, l'avionneur européen, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Angleterre, et chacun amène dans l'histoire. Il y a une crainte que la RDC soit plutôt comme un marché, et que le Rwanda soit... Oui, mais aujourd'hui, nous sommes un marché de la plupart des États, parce que l'entreprise congolaise est malade. Quand l'entreprise congolaise est malade, automatiquement, vous êtes pigeon de tout le monde. Donc, il faut maintenant qu'on se ressaisisse. C'est ça aussi le vrai problème. C'est-à-dire que lorsqu'on n'aura pas des industriels congolais, beaucoup parlent de la guerre uniquement dans l'aspect de défense, d'aller chercher, récupérer le territoire, mais la guerre aussi, c'est le moment où le Japon s'est développé autour de la guerre. L'industrie aéronautique française a pris l'essor parce que c'est la guerre. L'industrie automobile, pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le période de la guerre, nous devons faire de sorte que toutes les intelligences sectorielles de la République démocratique du Congo puissent comprendre que nous devons... Prenons l'ingéniosité qui était autour de Covid. Mais pourquoi on n'a pas ce genre d'ingéniosité autour de la guerre? Vous voyez, la guerre, on est beaucoup plus plaintif. Ah, vous savez, ainsi de suite. Mais la guerre, nous devons chercher, nos militaires ont besoin de bottes, nos militaires ont besoin de véhicules. Quelle est l'industrie congolaise qui va essayer de faire les véhicules, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on doit faire avancer la technologie, l'économie, le social par rapport à la situation congolaise. Deux choses, si tu le permets, Dan. La première, c'est cet accord est signé presque à 2 ans avant l'année électorale. C'est-à-dire que nous avons
l'obligation, nous, Congo démocratique, de discuter sur notre avenir. Est-ce qu'avec cette gouvernance de la guerre, on a mis suffisamment de l'argent de côté pour qu'on puisse organiser des élections en 2028? Si non, est-ce que pourrions-nous faire des élections, encore une fois, sans le Nord et le Sud Kivu, sans Goma et Bukavu? Alors là, c'est un préalable important pour le Congo de nous parler. Quand je parlais du dialogue à l'interne, c'est notamment anticiper, élaguer des questions qui pourront constituer des goulots d'étranglement demain pour la gouvernance du pays. Parce que supposons qu'on avance dans cette situation de crise et on arrive fin 2028, qu'est-ce qui adviendra de la gouvernance du pays? Comment les uns et les autres vont se regarder? La deuxième. S'il vous plaît, juste avant sur cet accord-là, qu'est-ce que vous souhaiterez que les Congolais fassent de commun accord pour aller... Les Congolais doivent se parler et anticiper, montrer leur capacité d'homme d'État. C'est-à-dire que nous ne devons pas aller en ordre dispersé dans ces débats-là, d'abord avec le Rwanda et les États-Unis. On doit adopter des points de vue concertés. Concertés, et je pense que ce n'est pas impossible, parce que ça chopera sur quelque chose qui nous concernera tous. Donc, si, je dirais, dans le cahier des charges internes, nous n'élaguons pas tout ce qui peut constituer comme difficulté demain, on aura une autre crise, on risquera de créer une autre crise à l'interne qui sera difficile à gérer. Donc, c'est-à-dire, il y a aujourd'hui, en 2025, fin 2025, début 2026, discuter et baliser la route vers 2028, mais tout en tenant à l'esprit que nous avons à discuter et avec le voisin et avec les États-Unis. Mais si on met fin à la guerre, c'est-à-dire que tout redevient, l'État reprend son plein pouvoir sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire que à quoi servira le dialogue? Diriger, c'est prévoir. Nous sommes forts en angélisme, hein. Nous applaudissons très fort même sur le vent. Concrètement, on signe. Il n'y a pas un chronogramme, les amis l'ont dit ici. Ça va aboutir quand? Ça va commencer quand? Quand est-ce que les Rwandais vont se retirer? Quand est-ce que Goma et Bukavu rentreront dans les girons de Kinshasa? Vous avez un chronogramme? Vous avez un timing par rapport à ça? Alors, n'empêche qu'on réfléchisse, n'empêche qu'on anticipe par rapport à ces questions-là. En journalisme, on appelle ça le plan B. Donc, quand le journaliste n'arrive pas, les invités n'arrivent pas, comment vous allez procéder? Donc vous avez votre plan. Et la deuxième chose, la République démocratique du Congo, je vois les drapeaux que vous avez mis là, depuis ses origines, ce pays a été une zone de marché, un endroit où tout le monde pouvait venir faire des affaires. Avec ce que nous avons aujourd'hui, ne pensez pas que on sera en paix. Nous avons tout ce que les gens cherchent. Nous avons de l'eau. Les gens voient les minéraux, mais déjà, si vous montez vers le Tchad, le Sahel là, mais c'est la crise. Entre l'Éthiopie et le Soudan et l'Égypte, c'est la guerre autour du fleuve Nil, parce que l'Éthiopie voulait faire un grand barrage qui devait absorber une grande partie de l'eau du Nil. On nous a à un certain moment imposé d'ouvrir une brèche pour amener de l'eau au Tchad vers le lac Tchad. Ce sont des guerres en perspective. Nous avons le lithium. En ce qui concerne la transition énergétique, nous avons des solutions. Nous avons le coltan, pour ne citer que cela. C'est-à-dire, nous devons avoir à la tête de ces pays des visionnaires, des gens qui pensent Congo. Nous avons aujourd'hui les moyens de récupérer, de rattraper notre politique, mais notre retard par rapport au développement, par rapport à tout le reste, c'est parce que nous avons les atouts. Ce qui nous manque, ce sont des hommes. Des hommes d'État. Ce qui nous manque, des hommes de la situation, qui comprennent que avec notre forêt, sans couper un seul arbre, on peut générer des millions, sans couper les arbres. On peut faire autant que les autres font le marketing autour du génocide, et nous on peut faire le marketing autour de la forêt. On menace de couper les forêts si vous ne nous donnez pas les royalties. Nous avons des enfants qui ne vont pas à l'école, nous n'avons pas de routes, et vous nous demandez de ne pas couper des arbres. Au Brésil on le fait, au Gabon on le fait, au Congo-Brazzaville on le fait, nous on va faire pareil. C'est-à-dire c'est question de mettre, ça ce n'est qu'un exemple, mettre des hommes capables de manager et de vendre
le Congo sous sa meilleure facette, et faire en sorte que... Mais c'est parce que c'est pas avec les impôts qu'on fera développer ces pays. Hein. Non, non, non. Déjà, les industries n'existaient pas. Ce sont les étrangers qui paient. Tant qu'on ne va pas alimenter la production, booster la production, on n'aura jamais de quoi développer ces pays. On n'aura jamais de quoi développer ce pays. Vous avez parlé du dialogue. Les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC proposent un format qu'ils appellent inclusif. Tout le monde autour de la table, que ce soit ceux qui ont pris les armes ou ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, dans l'opposition. Est-ce que ce format est-il adapté à la crise actuelle? Je me dis si Obasanjo avait apporté ces formats-là, ou Fort Nyasingwe, oui, ou genre Lorenzo, tout le monde accourait vers cela. Le Congo bashing. Ça peut venir de tout le monde sauf des Congolais. Pourquoi ça dérange que ce soit les évêques? Ils ne sont pas crédibles, entre guillemets. Ils ne sont pas crédibles en quoi? Ceux qui critiquent l'Église catholique et l'Église protestante, quand ils étaient au village, ils ont étudié dans des missions, des catholiques et des protestants. Là où l'État n'existait pas à l'intérieur de notre pays, soyons sérieux. Il y a des endroits où il y a l'absence de l'État, et ce qui assure le brin de civilisation, ce sont des missions, protestants et catholiques. Exactement. Mais comment on peut être ingrat à ce point? Il y a des gens aujourd'hui qui ont bénéficié de l'action de la Cinco, des laïcs de la Cinco pour dire non au troisième mandat. Ils en sont bénéficiaires aujourd'hui, et comme par magie, ils ont tout oublié. Non, non. Enlevons l'étiquette religieuse, l'étiquette de religieux. Considérons-nous comme des Congolais. Il y a des gens qui ont anticipé. Ils ont amené une proposition sur la table. Ils ont dit que c'est inclusif. C'est-à-dire, ça peut être enrichi. Le chef de l'État lui-même les a reçus, même si certains de ces lieutenants insultent, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, ces démarches-là. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, nous avons une opportunité. Si on n'en veut pas, qu'on donne une autre, je dirais, une autre proposition. Mais ce qui est sûr, que ce soit dans le cadre des pactes sociaux ou pas, on sera obligé de nous parler. Nous sommes fiers, 65 ans après, que des solutions à nos problèmes, contrairement à la vision de Lumumba, nous viennent de l'étranger. Merci beaucoup, M. Cheka. Que ça doit venir de l'Angola, ça doit venir des Belges, ça doit venir des Américains. Lumumba est mort pour rien. En tout cas, merci beaucoup pour cette lecture des questions d'actualité. Alors, Maître Samuel Konko, à vous la parole. Hein. Puisque l'AFCM 23 va discuter avec le gouvernement congolais, c'est repris dans le dialogue, dans l'accord. Au niveau interne, un dialogue ou un échange avec les autres est nécessaire, toujours? Oui, c'est nécessaire, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est inéluctable que tout le monde devra prendre part à ce dialogue. Tout le monde devra prendre part à ce dialogue. Même ceux qui ont pris les armes, ceux qui sont accusés, le dialogue, ceux qui sont accusés d'avoir tué les Congolais. D'ailleurs, j'invite les autorités le plus tôt possible à mettre en place cette dynamique afin de pouvoir baliser la sortie des crises. C'est très important. Et le dialogue, ça veut être inclusif. Ça veut être inclusif, pourquoi? Parce que ce cadre des discussions doit être un cadre au travers lequel tous les Congolais devra venir et faire savoir, surtout pour ceux-là qui se regardent en champ de faïence aujourd'hui. Tous ces cadres, toutes ces figures emblématiques. Quels sont les éléments qui montrent aujourd'hui qu'on a crise politique au Congo? Mais quels sont les éléments? Dialogue. Je crois que je l'ai déjà dit plus ou moins plus d'une fois. Premièrement, d'abord, nous avons une crise sécuritaire qui est liée à quoi? Qui est liée à certaines frustrations qui sont d'ordre politique. Deuxièmement, vous avez certains qui disent que l'actuelle administration est issue des élections, des dernières élections qui ont été contestées. La manière dont les élections ont été faites et les éléments qui ont concouru à la mise en place de ces élections sont totalement contestés. Oui. Je parle de l'installation de la Cour constitutionnelle et aussi des animateurs de la CENI. Et par rapport aussi à l'organisation des élections, vous avez des gens qui contestent tout ce processus et qui ne reconnaissent même pas les autorités qui sont issues des dernières élections. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments d'ordre politique qui se trouvent être nécessaires à être tablés lors du dialogue. Voilà pourquoi ce dialogue veut être inclusif. Quand je parle d'inclusivité, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à toutes les forces vives, à l'opposition
temps politique qu'armée, aux forces vives, à la société civile, à tout le monde. Tout le monde devra prendre part à ces dialogues, pour autant qu'on soit une force vive. Et je crois que la voie de sortie de ce dialogue permettra réellement qu'on puisse sortir de cette crise. Pourquoi? Parce que cette crise a tant duré. C'est vrai que il serait peut-être regrettable qu'à chaque fois que nous avons des élections, quelques années après, nous avons toujours une résurgence de l'insécurité. Et cette insécurité donne lieu à quoi? Toujours à l'ouverture d'un dialogue. Et un dialogue donne lieu à quoi? Au partage du pouvoir, au malaxage. Ce qu'on appelle en français propre la redistribution de responsabilités, mais qui n'est rien d'autre que le partage. Voyez-vous, c'est regrettable, mais que voulez-vous? Nous sommes notre pays se veut être ainsi. Pourquoi? Parce que le contexte de notre pays, il est difficile de pouvoir gérer ça. Mais c'est là que j'ai parlé à l'entame de notre émission qu'il était important que la classe politique congolaise puisse acquérir une certaine maturité. Vous savez, il est difficile en République démocratique du Congo de pouvoir gérer seul. Il est difficile. Et lorsque vous accédez au pouvoir, vous devez faire des alliances. Vous ne faites pas d'alliance, vous n'avez pas de consensus. Vous n'avez pas de consensus, vous avez difficile à gérer, vous créez des frustrations. Et les frustrations, l'alternative au Congo, l'expérience montre que la plupart des frustrés n'ont qu'une seule alternative. C'est quoi? C'est la prise des armes. Alors, et qui profite à qui? Cette prise des armes profite dans la plupart des cas à ceux-là qui viennent se proposer comme étant médiateurs. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui, à la base, à des moments donnés, sont les pyromanes et qui viennent se proposer comme étant sapeurs-pompiers après. Alors, pour éviter tout cela, la classe politique a une grande responsabilité, c'est acquérir cette maturité. La République démocratique du Congo aujourd'hui est une société démocratique. L'accession au pouvoir par la voie d'armes aujourd'hui est prohibée. Aujourd'hui, on ne peut accéder au pouvoir que par la voie des urnes. Et celui qui accède au pouvoir par la voie des urnes doit faire de son mieux pour que dans sa gestion, que ce soit une gestion qui mette autour de lui la plupart de forces politiques. Voilà pourquoi il y a eu à l'alternance la mise en place de regroupements KHFCC. C'était deux grands ensembles qui pouvaient fédérer facilement certains petits groupes et certains petits partis politiques. Mais le divorce de cette alliance, le divorce de cette plateforme a donné lieu à quoi quelques années après? À la résurgence de l'insécurité à l'est du pays. Voilà pourquoi, pour chuter et pour revenir à notre thématique, pour ne pas m'en éloigner, j'inviterai les autorités à pouvoir mettre en place le plus vite possible ce cadre de discussion et que ce cadre de discussion soit inclusif. Inclusif, tout ça. Alors, M. Massidegza, l'initiative des religieux peut-elle aussi être importante dans la résolution des conflits et la restauration? Je veux dire, l'économie congolaise peut-elle aussi faire partie de ce cadre des négociations, d'échanges? Parce que vous avez dit qu'on est vraiment dans une économie qui n'est pas vraiment en bonne santé. Est-ce que l'économie peut faire partie également de ce cadre d'échange? Malheureusement, depuis 1960, on n'a jamais considéré l'économie ni les acteurs économiques. Parce que toutes ces frustrations que mes frères disent sont beaucoup plus dans l'ordre maquis aujourd'hui, politique, militantisme, mais plus beaucoup plus dans l'ordre social et économique. Parce que si on avait un marché de travail où tout le monde pouvait jouer un rôle différemment, on devait faire maintenant la politique par vocation. Mais aujourd'hui, les inspirations politiques sont beaucoup plus dans l'ordre alimentaire parce que le marché du travail est absent. Je crois à toutes les assises et qu'on a cherché au TENICA, Saint-Sylvestre, 90, Conférence nationale souveraine, on n'a jamais eu vraiment quand même la présence physique des acteurs du monde économique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Maintenant, en 2025, faisons les choses comme des grands. Il faut quand même associer petit ou soit les acteurs du monde économique du côté congolais parce que l'économie nous manque aujourd'hui. Et c'est ça sera quoi l'apport du monde économique dans ces genres d'assises? Elle est importante. Elle est importante parce que quand vous négociez par exemple un contrat de l'ordre économique et sans orientation des acteurs sectoriels, il y a des fossés énormes. Il y a des fossés énormes. Et aujourd'hui, quand vous regardez, vous dites que vous avez posé la question à mon compatriote qui est à côté, le co-débatteur, est-ce qu'on est en crise? Oui, il y a une crise profonde aujourd'hui dans la société congolaise, parce que nous voyons, on revient comme à l'époque du gouvernement de Kissamani et ses de Kinshasa. Nous voyons aujourd'hui d'autres qui sont à Goma, et les autres sont. C'est des énormes manques à gagner, même en termes d'image. Les autres ont un drapeau là-bas, et
puis évitons dans les espaces publics que ce soit des critiques non nos objectifs. Il faut que ce soit des propositions alternatives, parce qu'on est habitué les 30 dernières années à la République démocratique du Congo, pour discuter ou dire à l'autre, il faut uniquement le critiquer du point de vue sauvage. Il faut que ce soit du point de vue rationnel. Prenons ce que l'autre est en train de faire, faisons ça du point de vue objectif et proposer une alternative. Parce que c'est ça aussi les leçons. Parce que si vous voulez faire face à un concurrent, ce n'est pas à l'insultant. Mais quand on était enfant ici, il y avait un spot qui disait si l'autre te dépasse, ce n'est pas en insistant que vous allez dépasser. Faisons quand même mieux. C'est ce qui manque aussi dans la rationalité collective en République démocratique du Congo. Vous allez voir que toutes les acteurs politiques nous appelons aujourd'hui. Moi, j'ai eu un peu le jet de regarder leur musique, la façon qu'ils parlent. Mais ils ne prennent pas en compte les réalités socio-économiques de la République démocratique du Congo. Ce sont des mondes détournements, incompétents. Non, soyons quand même rationnels. C'est ça le vrai problème. Pantin, et tout, ce sont ces phrases-là qu'on a. Mais ce n'est pas ça qui va gouverner le collectif. Ce qui va gouverner le collectif, dans le terrain social, par exemple, dans l'administration, qu'est-ce qui a été fait? Et moi, quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais proposer? Dans la partie fiscale, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'opère? Moi, j'y vais arriver, regarde la fiscalité, je vais amener dans tel point. Dans la partie déficit énergétique, regarde ce qui est en train de se faire. Depuis 60, on a investi tant. Et combien de gens travaillent dans le secteur énergétique? Ainsi de suite. C'est comme ça aussi la noblesse de la politique. Mais si la politique, ça va être un jeu où on s'insulte tout le temps, ça ne sert à rien. Et puis, la rationalité de punir les uns et les autres. Un homme politique qui a échoué, sa place c'est quoi? C'est la justice selon l'interdit, l'action publique. Parce que à quoi sert que vous n'êtes pas modèle, mais vous nous représentez? Vous comprenez? Donc c'est ça le vrai problème. C'est dire que collectivement, par la fiscalité, par exemple, vous dites que l'homme d'entreprise va faire quoi? Mais on doit examiner notre fiscalité. Mais qui est mieux pour dire aux politiques comment on peut examiner la fiscalité? Par rapport aux États voisins, par rapport à la concurrence qui viendra. Donc c'est ça le vrai problème. C'est dire que si vous ne nous associez pas, pensez-vous que nous, on n'est pas pigeons, on vous regarde, on cotise, on fait tout, et vous venez là, c'est vous le propriétaire de la République. La République appartient à toutes les intelligences. C'est ça, les intelligences, ce n'est pas uniquement les acteurs politiques. Alors là, on doit appeler toutes les classes alors. Non, mais on ne dit pas mais socio-professionnelles. Qu'elles soient représentatives. Qu'est-ce qu'on appelle la représentativité? C'est-à-dire que le politique, au lieu de prendre tous les partis, on peut prendre les délégués des tendances idéologiques et puis pour associer les autres. C'est comme ça que les choses peuvent se faire. Donc on n'a pas besoin de nous ténica, on va remplir tout le village, mais prenons quand même la représentativité sectorielle. Merci beaucoup. On va prendre 2 minutes chacun pour clore. En tout cas, l'émission est à la fin. Monsieur Serge Teka, pour finir, hein, en 2 petits mots, quelles sont les matières qui peuvent faire l'objet de ce dialogue? Si dialogue il y a, que le chef de l'État convoqué, tout ce monde-là, quelles sont les matières qui sont susceptibles? Je pense que c'est ressorti ici, la nécessité que le politique, les Congolais, aplanissent les différends. C'est des divers ordres. Et cela a beaucoup trait à la gouvernance, mais je crois mettre en avant le côté économique, parce que nous sommes un pays de rendez-vous manqué, parce que c'est 1900. On a déjà une crise économique profonde. Il y a eu la table économique politique qui était suivie de la table économique, table ronde économique, qui a été un échec, parce que le Congolais, après l'indépendance Tchatcha, en 1959, ils sont descendus ici pour attendre les responsabilités, en pensant que c'est de la génération spontanée, quoi. Ça devait aller de soi, que quand les Belges vont partir, nous allons travailler, faire comme eux. Et alors qu'ils n'avaient pas la mécanique du fonctionnement de l'administration et surtout de l'économie. Et même à la conférence nationale, on a parlé politique, on n'a pas parlé de l'économie. Aujourd'hui, nous devons renverser la tendance. Tant quand on va parler politique, on parle économie. On donne l'opportunité. Je te donne un exemple. Congo Belge, c'est une entreprise. C'est une entreprise dans le secteur de l'audiovisuel. Congo Mania, notre agence. Mais quel subside recevons-nous de l'État pour prendre des étudiants qui sortent des universités et être des entreprises viables pour les aider à travailler en bonne et due forme, parce que tout le monde ne peut pas aller à la RTNC. Déjà là, bon voilà, je ne veux pas aller très loin. Donc, créer une dynamique à l'interne. Mais c'est question de Congolais, que les Congolais veulent quelque chose. Le dire, c'est une chose. Le faire en est une autre. Oui. Le chef de l'État a donné, a balisé, mais depuis
2018-2019, où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne l'encouragement à l'entrepreneuriat par le Congolais? Il n'y en a pas. Donc, ce sont des questions qui devront figurer en bonne place, je dis, dans ces discussions à l'interne, parce que tant que certains mangeront, les autres seront affamés, il n'y aura jamais. Bob Marley, dans une de ses chansons, Wow, la guerre, et traduit en français par Alpha Blondy. Tant que dans une société, il y aura des premières classes et des deuxièmes classes, partout sera la guerre. Tant que dans une société, on regardera certaines personnes au regard de leurs yeux, au regard de leur tête, il y aura la guerre. Tant que dans une nation, il y aura ceux qui seront dans des privilèges et d'autres qui les seront dans la misère, ça sera toujours la guerre. Discours d'Haïlé Sélassié sur la tribune des Nations Unies, mise en musique par Bob Marley, c'est en anglais, War ou Guerre Alpha Blondy. Vous allez voir, c'est une chanson, mais ce sont des textes qui nous renvoient, qui peuvent aider à la réflexion que nous sommes en train de faire ici. Tant qu'il y aura ça, ceux qui étaient hier dehors sont en train de manger, et ceux qui ont mangé hier sont dehors, deviennent affamés, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, il faudra donc une répartition équitable de richesses d'une nation. Alors, Maître Samuel Konko, quelles peuvent être les matières qui doivent faire l'objet de cette table ronde? Parce que M. Mathieu Taguizal a parlé de l'économie, il faut qu'on puisse également inviter les acteurs du monde économique à prendre part à ces... Mais finalement, on doit avoir combien de matières à aborder dans ce forum? Je crois qu'il faudra aborder toutes les questions, mais principalement les questions politiques, parce que les questions d'ordre économique, elles sont tellement larges, étendues, et elles ne sauront pas être vidées ou épuisées à l'issue de ce dialogue. Mais dans un cadre représentatif, ils peuvent être représentés. C'est là qu'on parle de forces vives. Ils peuvent être suffisamment représentés, mais le dialogue doit porter principalement, c'est sur la crise politique et sécuritaire. Principalement. Pourquoi? Alors, pourquoi principalement? Parce que on a convoqué un dialogue, c'est parce qu'il y a à la base une crise. Il n'y aurait pas de crise, il n'y aurait pas de dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas de crise économique profonde déjà au Congo? Nous en avons. J'en ai évoqué tantôt. Une des crises majeures qui fait à ce que notre économie aujourd'hui est larmoyante, c'est aussi le fait que l'homme politique aujourd'hui est devenu opérateur économique. Et vous avez les opérateurs économiques se sont dit, bon, on va aller s'abriter carrément au Parlement. Tu es pour, tu es contre, à la fin tu as 21 000 $. C'est ça la conséquence que nous avons aujourd'hui. Effectivement, s'il faudra convoquer des états généraux économiques pour traiter de manière profonde les questions économiques, d'accord, j'en conviens. États généraux. Des états généraux, on va convoquer et mettre sur table les questions économiques. Là, on aura peut-être des résolutions sérieuses pour traiter la question économique. Là, ce n'est pas vraiment... Non, là, c'est pas l'endroit indiqué. Oui. Une représentativité, d'accord, mais principalement, ça sera un dialogue pour régler les problèmes qui ont des causes. Les causes sont d'ordre sécuritaire et d'ordre politique. Ce sont ces causes-là qui devront être traitées en toute inclusivité. Tout le monde devra prendre part à ces dialogues et essayer de pouvoir élaguer un chemin qui permettra de pouvoir sortir. On n'a plus beaucoup de temps. Monsieur Mathieu Taguizal, quel est votre avis par rapport aux avis de vos deux co-débatteurs sur les matières à aborder? En 65 ans de temps, il y a eu des États qui ont fait le progrès, les rebonds, parce qu'ils ont utilisé tous les secteurs. Je crois que ce n'est pas le premier assise de rassembler les synergies en République démocratique du Congo. On a dit, en commençant par le Luabo, au table ronde à Bruxelles, en descendant. Et si on va commencer à ignorer la lumière ou l'éclairage, on n'ira nulle part. Je crois qu'aujourd'hui, si aujourd'hui tout le monde est politique, nous savons que parmi les causes, c'est le problème économique. Les familles n'existent plus. Il n'y a plus de revenus. On parle de revenus familial, foyer fiscal. Est-ce qu'il y a encore des foyers fiscaux? Il n'y en a plus. Et ça, c'est quelle problématique? C'est une problématique économique. Comment on finance l'éducation? C'est quoi? C'est pas l'économie. Avec quelles ressources? Avec, ça vient c'est l'impôt quoi? L'impôt le domicile qui va financer l'éducation, et comment on finance les routes, ainsi de suite. Donc c'est ça, on doit tenir compte des réalités. Vous utilisez, c'est pas son dada, hein, l'économie. Mais l'économie rattrape tout le monde. Vous comprenez? Si le jour on va dire que les ministres on gagnera 500 €, vous verrez que tout le monde va déchanter. Mais ça va pas, on ne peut pas être ministre pour l'argent. On devient ministre pour
apporter un plus sur l'espace public. Et 3/4 des temps, dans les États qui sont majeurs, les ministres, ce sont des gens qui ont déjà de récits sociaux ailleurs. Comme ça, ils viennent apporter l'expertise. Ils viennent apporter l'expertise et une valeur ajoutée du point de vue public. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le temps à perdre. Parce que moi, j'ai l'impression depuis le matin, toi, tu es tourné dans le plateau, c'est comme si on fait comme si on est en 10e anniversaire. 65 ans, c'est l'âge de retraite, mon frère. Ah, c'est la retraite. Vous comprenez? Donc, ça veut dire 65 ans. Vous êtes papy déjà. 65 ans, c'est beaucoup. Et en 65 ans, avec les déficits qui sont aujourd'hui avec la démocratie du Congo, personne n'est à négliger. Parce que le métier n'existe plus. Vous voyez, tous les métiers sont dans la rue. Mais ça, qui peut l'évoquer mieux? C'est les acteurs du secteur social et économique. Est-ce qu'on parle encore de boueurs en démocratie du Congo? Est-ce qu'on parle encore de lavandière en démocratie du Congo? Est-ce qu'on parle encore de pêcheurs en démocratie du Congo? C'est ça. Ce n'est pas uniquement des textes constitutionnels où voilà la loi, l'article. Non, c'est ça aussi le valeur. Et combien de tonnes de poissons que nous produisons là? Et qui va dire ça? Ce sont les opérateurs sectoriels. Il faut les donner l'espace. Il faut que ces gens-là nous complètent aussi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et si nous ignorons ça, on ne va pas s'en sortir. Si nous ignorons ça, on ne va pas s'en sortir. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été des nôtres. Voilà, la régie nous indique qu'on a épuisé toutes les minutes. On va devoir vous laisser, vous souhaitant une très belle fête. Est-ce qu'on doit appeler cela fête? Bon, c'est quand même une journée mémorable, une journée historique. À vous tous qui êtes à la maison, à tous ceux qui sont dans l'Est, à Goma, à Bukavu, voilà, Kisangani, Ituri, Bunia, ainsi de suite, Kinshasa. Que la paix règne chez vous. Merci beaucoup, M. Serseka. Merci, M. Maître Samuel. Merci, M. Mathieu Takizala. Merci à vous tous. Au revoir.